J'annonce déjà la personne qui sera avec nous, le Wally, tireur d'élite canadien qui a combattu en Ukraine. Bonsoir Wally, vous êtes avec nous en direct. Ce sera intéressant d'avoir votre regard sur tout ce qu'on va voir maintenant. Bonsoir. Vous êtes une célébrité dans le monde militaire, puisque vous êtes un des tireurs d'élite les plus fameux, un des snipers les plus fameux, et vous allez nous dire, et c'est très intéressant, à quel point ces dernières semaines encore, et les Ukrainiens et les Russes ont monté leur niveau de jeu militaire dans les grandes opérations et dans les petites. Dans les grandes, d'abord, c'est le Flamingo, ce missile ukrainien. Écoutez la télévision russe qui visiblement le prend au sérieux. Oui. Le régime de Kiev diffuse des images qui montrent l'utilisation présumée d'un nouveau missile ukrainien, le Flamingo. En réalité, ce missile n'est pas tout à fait ukrainien. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à une roquette britannique qui a été présentée il y a 6 mois à peine lors du salon de l'armement à Abu Dhabi. Il y a été annoncé que le missile transporte une ogive d'1 tonne et est capable de frapper des cibles à une distance de 3000 km. Il se trouve que ces caractéristiques techniques sont similaires aux missiles ukrainiens, ce qui signifie que toute la partie européenne de la Russie, l'Oural et même une partie de la Sibérie se trouvent dans sa zone de frappe. Cette séquence est quand même très frappante parce que rappelez-vous le temps où ils rabaissaient toujours l'adversaire. Là, ils disent attention, ça peut aller loin. Oui, attention, ça peut aller loin, mais c'est pas ukrainien. Parce que face à la Russie, il y a effectivement les gens de l'OTAN qui se combattent. Mais en fait, il y a un point important vers la fin de cette tirade de la part de la propagande russe, c'est que quand même, ça va faire mal. Et ça va faire mal à quoi? À des usines de production de drones, de Shahed, de missiles. Par exemple, si on parle du fait qu'il peut aller jusqu'aux 3000 km, porter 1 tonne de charge, vous pouvez déjà atteindre l'usine à la Bouga qui fait les drones Shahed ou celles des versions... Complètement. Entrons dans ces détails, puisque les annoncez, la fiche, si j'ose dire, de ce missile Flamingo, effectivement, portée de plus de 3000 km, il n'y a pas besoin d'être fort en géographie pour comprendre que ça va 13 en profondeur. Je crois que Moscou, c'est quoi, 1000 km à peu près? 1000 km, même pas, 800 km. 800 km, donc c'est 3 fois la distance de Moscou. C'est considérable, 6 mètres de long, équipé d'une ogive d'1 tonne. C'est considérable. Vol à une vitesse à peu près de 1000 km/h, etc. C'est ça. Et on dit que, justement, beaucoup de sites de production très importantes russes peuvent être visés beaucoup plus facilement avec ce type de missile. Et c'est ça qui va faire peur, parce qu'aujourd'hui, ce que l'Ukraine fait avec les frappes dans la profondeur de notre propre moyen qu'on a, c'est justement viser les sites de production, les sites de réparation des avions. Même à Kazagne, ils ont, je pense, en grand station-service un peu pour les avions. C'est ces avions-là qui sont utilisés pour bombarder l'Ukraine. Ce type de sites, de cibles militaires vont être visés davantage. Ce qui change, c'est la portée. C'est pas la portée, parce que les Ukrainiens avaient déjà des drones qui. C'est la charge explosive, parce que les drones actuels, c'est 50 kilos. 50 kilos, et là c'est 1 tonne, c'est 20 fois plus. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, si vous frappiez un bâtiment avec 50 kilos, il y avait les verres qui volaient à l'éclat, vous brûlez peut-être une chambre ou une pièce ou 2 pièces, mais l'usine ne peut résister, elle est restée debout. Sauf, ces drones servaient très très bien à faire sauter les raffineries de pétrole, parce que là ça brûle, ça explose tout seul. Et donc avec ce missile-là, en revanche, vous pouvez faire autre chose. Et ça va plus vite aussi. Et ça, c'est très important. Et c'est très précis aussi. C'est un missile qui permet des frappes chirurgicales. Et la Firepoint, on fait déjà, il me semble, 1 par jour, avec pour objectif d'ici la rentrée d'en faire beaucoup plus, 7, voire plus. Ce qui est intéressant avec ce missile aussi, c'est que c'est un message qui nous est adressé à nous et c'est un rappel de la part de l'Ukraine qui nous dit, regardez, nous développons les moyens de vous défendre. Parce que cibler le site de production Oreshnik, il faut savoir à qui s'adresse l'Oreshnik. C'est un missile balistique à portée intermédiaire et donc dont la destination est européenne et uniquement européenne de par sa capacité. Donc quand les Ukrainiens développent le Flamingo et disent on peut taper le site de production de l'Oreshnik, ça nous défend, nous, ici en France et en Europe. En revanche,
portée européenne, si vous placez Oreshnik à Vladivostok, il peut taper aux États-Unis. Tout à fait, absolument. Et jusqu'à Alaska. Ça permet de contribuer aussi à l'autonomie stratégique de Kiev. Je pense qu'aussi il y a une volonté de devenir plus indépendant, plus autonome de l'Occident, des États-Unis. Et je pense que c'est le bon pari. En 2022, Kiev faisait 10% de son armement. Aujourd'hui, ils sont à 30%. D'ici quelques mois, ils veulent être 40%. Et puis d'ici quelques mois, l'objectif, c'est d'arriver à 50%. Et je pense que c'est une très bonne stratégie. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, de toute façon. Là, l'effort des uns et des autres. Regardez ces images de la 3e brigade d'assaut. On est toujours cette fois dans le camp des Ukrainiens. Et ces images sont très parlantes. Alors c'est, si j'ai bien compris, la 3e brigade d'assaut, ça fait partie des brigades ukrainiennes les plus importantes. Wally, vous avez servi aux côtés des Ukrainiens. Dites-nous un mot de ça. Est-ce qu'il est vrai qu'on est là, disons, dans le haut de l'armée ukrainienne ? Donc, j'ai pas été au front avec des combattants de la Third Assault. Par contre, je leur ai parlé. J'ai eu des liens avec eux autres. J'ai jamais été au combat avec eux. Par contre, leur réputation est effectivement d'être une très bonne unité. D'ailleurs, ils ont un site Internet pour le recrutement d'étrangers, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. Wally, quand on voit ces images, ce qui est très frappant, c'est que par rapport au début de la guerre, et ça vaut aussi pour les Russes, on avait des images où on voyait juste une tranchée un peu primitive. Là, on a un centre de commandement avec des iPhones ou autres téléphones où ils sont en liaison permanente. On est vraiment dans une guerre qui est montée d'un cran. Oui, absolument. Donc, la guerre actuellement est complètement différente de ce que j'ai connu. Ce que j'ai connu, moi, personnellement, c'était plus une guerre de mouvement. Donc, on avait des blindés qui avançaient, qui prenaient du terrain. On avait, dans le fond, beaucoup de mouvements de part et d'autre. Maintenant, c'est complètement différent. Donc, par exemple, les drones de part et d'autre, ce qui est un enjeu qui a complètement changé. Donc, le transport de la zone avancée, de ce que les Ukrainiens en Ukraine on appelle la ligne zéro, dans le fond, juste pour aller, par exemple, à un point de logistique en arrière, souvent est plus dangereux que d'être dans la position en avant. Et l'autre différence aussi, c'est qu'effectivement, les tranchées étaient très rudimentaires quand j'étais là, parce que le front bougeait tellement. Il y avait moins aussi des gens. Les gens étaient moins sensibilisés aussi au danger, à la nécessité, dans le fond, de creuser des tranchées. Mais maintenant, tout le monde est planqué et souvent, ça ressemble même l'intérieur des j'ai mes collègues qui m'envoient des images. Des fois, on voit l'intérieur, c'est quasiment comme des petites maisons. Donc, ça ressemble. Il y a des couchettes, il y a des ordinateurs, il y a des radios, il y a des batteries, il y a des génératrices, il y a Internet même. Donc, c'est complètement différent de ce que j'ai connu. Comment comprendre ça? C'est-à-dire, on a l'impression, rappelez-vous tout le bruit qu'on avait fait quand les léopards sont arrivés, par exemple. On voit plus de léopards. Moi, je ne vois pas de chars. Non, c'est vraiment surtout sur les lignes du 0 jusqu'à la ligne 1 ou autre. C'est les drones. C'est-à-dire que vous êtes toujours comme ça, visible à votre ennemi. J'ai mon propre cousin qui est aussi dans les forces mobilisées sur ces lignes-là. Et ce qu'il m'a raconté, et ce qu'on entend aussi de différentes brigades, c'est justement l'inventivité des Ukrainiens, l'adaptabilité. C'est-à-dire de se donner des moyens dans les contextes où on n'a pas assez par exemple, d'aide militaire européenne. C'était justement de fabriquer les drones soit plus légères, soit d'acheter les FPV. Aujourd'hui, effectivement, les drones, ils ont basculé complètement l'image que la guerre est là, mais aussi c'est eux et l'innovation dans le domaine des drones qui change tout. Par exemple, on parle des drones qui évacuent les soldats blessés. On parle des drones, c'est aussi du côté ukrainien dont je parle, qui arrivent à porter de la charge sur le terrain. C'est important de minimiser les pertes humaines et d'où la crue utilisation de drones. On parle d'énormes armées, il faut toujours rappeler les dimensions. Parfois en France, on a une vision biaisée, on se dit les grands pays de l'Ouest qui aident une petite Ukraine. Non, l'Ukraine est plus grande même que la France continentale. Le front fait 1000 km, c'est une armée énorme. Les deux armées sont énormes. Parce que vous avez 800 000 personnes côté ukrainien sous les drapeaux et vous avez à peu près la même chose chez les Russes. Donc à eux deux, c'est 1,5 million. Et donc bien évidemment, la France qui a 200 000 personnes dans son armée, c'est 8 fois moins que ce qui est actuellement sur le front. C'est pour ça d'ailleurs, j'ai rigolé un tout petit peu hier avec vous, quand on pense et envoyer une petite unité de 200 personnes pour soutenir une masse d'1,5 million, ça peut paraître ridicule. Mais vous savez, l'inventivité est malheureusement des deux côtés. Les
Russes aussi apprennent. Adapté, et les Russes, ça nous faisait rigoler. Vous savez, ils combattent avec les vélos, ils combattent avec les petites motos, etc. Mais ça peut être efficace. Et surtout, ce qu'on a compris, c'est que les chars russes, vous savez, c'est une énorme casserole, en fait, dans laquelle il fait très très chaud. Donc du coup, il ouvre la trappe et avec un petit drone qui coûte 800 €, vous pouvez juste lancer une grenade et tuer le char qui coûte 3 millions. Voilà ce qu'on a compris pendant cette guerre. Même je pense à la mer, la flotte en mer Noire, qui s'est fait quand même, alors que les Ukrainiens n'avaient pas grande chose à part des drones navals. Et 27 bateaux coulés avec les petits drones. L'Ukraine, la bataille d'Ukraine comme bataille d'essai de toute l'Europe, c'est très impressionnant. Wally, j'aimerais, puisque là on est vraiment au cœur de votre spécialité, vous êtes, vous, un des tireurs d'élite, vous êtes une petite catégorie, les tireurs d'élite, pour le meilleur ou pour le pire, selon chacun est libre de juger dans quelle armée vous êtes. Parce que les drones peuvent remplacer maintenant les tireurs d'élite. Attendez, ne diminuez pas notre invité. Wally, vous tirez à quelle distance? Vous pouvez tuer un ennemi à quelle distance, une distance efficace, normale, ça serait environ 800 mètres. Combien vous 1 kilomètre. On peut aller en haut de ça, par contre, ça devient plutôt aléatoire. Donc, c'est un peu comme aller au golf, où c'est possible de faire un trou d'un coup à, par exemple, 500 verges. Par contre, c'est difficile de le faire même pour un bon golfeur ou tireur. La comparaison vous appartient, mais c'est la distance rapportée, ici c'est dans le camp ukrainien, certains snipers aujourd'hui auraient réussi, par la qualité de leur expérience et de leurs armes, à atteindre jusqu'à 4 km. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous, dans votre expérience? Bon, d'un point de vue purement balistique, c'est possible. Donc, la balle peut aller à cette distance. Le problème, c'est qu'à cette distance-là, c'est extrêmement difficile. Donc, il suffit d'une petite variation dans les conditions météorologiques, le vent étant la principale donnée. Il y a une petite erreur de calcul. Donc, par exemple, si on estime la distance à être, par exemple, 4 km et 20 mètres, le 20 mètres de différence peut faire une différence entre manquer sa cible ou toucher sa cible. Donc, il n'y a aucune marge d'erreur. Et même en faisant aucune erreur de calcul, en ayant le meilleur tireur, la meilleure munition, le meilleur arme, malgré cela, la capacité, ce qu'on appelle la capacité de groupement de l'arme, donc dans le fond, la précision de l'arme, n'est pas suffisante pour garantir un impact sur un humain à cette distance-là. Donc, il y a toujours un peu de chance si, effectivement, il y a eu un record.